C'est à vous, après ce moment de réflexion. Je sais qu'un petit film peut-être. Non, on doit parler de tout film. Je vais changer de film. Le méchant, j'ai l'autre petit film que je pourrais aussi vous montrer, mais après. Bon, allons-y, on y va. J'ai une toute petite question. Quand on a parlé de Facebook tout à l'heure, et que les photos, enfin les documents appartenaient à Facebook quand on publiait, il y a une question que je me pose parallèlement à ça, c'est quand on supprime ce qu'on a publié, est-ce que ça existe toujours chez Facebook? En théorie, ça ne devrait plus exister. Parce que je pense qu'ils ne le détruisent pas, eux. Il y a eu des réapparitions. Donc, faire disparaître les choses véritablement dans le numérique, c'est pas toujours si simple que ça. Donc, en théorie, quand on veut détruire son compte, on a le droit de dire tout disparaît. Alors pas forcément détruire, mais ôter des éléments qu'on a publiés. Sauf qu'il y a des gens qui ont été confrontés à ça, ce qui est incoupendable à partir de Facebook. Mais Facebook travaille beaucoup aussi sur le fait qu'ils sont une société de droit californienne. Donc à chaque fois qu'il y a un problème avec Facebook, ils disent « Ah, mais il y a eu un problème de censure, par exemple, automatique, parce qu'ils ont des robots qui vérifient que ce que vous faites sur Facebook correspond à la naissance. Il y avait quelqu'un qui avait mis l'origine du monde. » Oui. Voilà, la tableau. Et donc, ça a été considéré par le robot de Facebook comme une image pornographique. Donc, ils l'ont supprimé. Donc, le gars a fait un procès. Et là, les avocats de Facebook disent que oui, mais attendez, Facebook n'est pas concerné par le droit français. C'est le droit californien, et nous, le droit californien, il est tranquille, peinard. Donc, ils jouent aussi là-dessus. Ce qui pose une véritable question, c'est que Internet n'est pas une zone de non-droit. Ça, c'est pas vrai de le dire. Parce que là, ça renvoie à du droit international. Mais en même temps, il y a nécessité de beaucoup adapter le droit à ce qu'est Internet. Et là-dessus, il y a aussi une bagarre. Parce que l'adaptation, ça peut être aussi une adaptation totalitaire, style ce qu'on a vu, ou style tout ce qui se passe autour de l'apologie du terrorisme à l'heure actuelle. Des condamnations. Moi, je veux dire que j'ai été impressionné par ce qui nous a été présenté, et je m'interroge quand même là, parce que cette révolution numérique, ça va bouleverser complètement le mode de production. Et l'exemple est donné de dire disparition des emplois, des métiers, etc. Je veux dire, ça va entraîner des conséquences à peine imaginables du point de vue quand même de la réaction de la plupart du monde du travail. Je veux dire, je m'interroge sur cette question-là. Et c'est très rapide, ça va très très vite. Comment faire face pour répondre à toutes ces questions-là? C'est la question que je me pose. Moi, je pense que le problème, c'est que justement, quand il y a une augmentation de la productivité, il faudrait que l'augmentation de la répartition de l'argent apparaisse. Seulement aujourd'hui, l'augmentation de la répartition de l'argent n'apparaît pas. Donc la seule façon, c'est d'augmenter la répartition d'argent. Et c'est une question qui se pose déjà très concrètement en Chine, par exemple, déjà maintenant. Par exemple, en Chine sont assemblés tous les iPhones. C'est une boîte qui s'appelle Foxconn, je crois, quelque chose comme ça. Bon, cette boîte, il y a eu des gros conflits sociaux. Hein. Il y a des conditions de travail assez effroyables, parce qu'en plus, les batteries sont soudées à la main, etc., dans les iPhones. Il y a des filets, parce que les gens ont tendance à se suicider en sautant par la fenêtre, donc il y a des filets à côté des fenêtres pour éviter quand les gens sautent par la fenêtre qu'ils se tuent. Et on a dit au patron... Et il signe un contrat, comme quoi ils ne vont pas se suicider. Voilà. Le patron de Foxconn, on lui dit, attendez, il y a quand même un problème dans votre société, etc. Il dit, ah oui, ne vous inquiétez pas. Bon, là, pour l'instant, je gère, mais bientôt, les 2/3 de mes employés seront remplacés par des robots, donc je n'aurai plus ce genre de problème. Je suis un petit peu en retard, mais cette révolution numérique
Pour la mise en place, la destruction des emplois, enfin la mise en place, là c'est que le début quand même. Oui, c'est un début. Mais... Oui, en même temps, Parce qu'on n'arrive pas à l'imaginer, d'autant plus que on accumule des années, ça nous semble tellement utopique qu'on n'arrive pas à y croire. Et c'est toute une masse de la société qui est finalement complètement pétrifiée et qui va être indifférente et fragilisée et qui est impuissante. Et ça, c'est un levier énorme pour ceux qui veulent la mettre en place. Alors, on continue, vas-y, parce que... Oui, non, là, je vais dans ce sens, c'est ce que je crois, on est un petit peu en retard. Mais ce qu'on constate à propos de la révolution numérique, aussi bien dans les écoles que et surtout en plus dans la vie quotidienne, c'est le creusement des inégalités. On a discuté en venant, donc tout le monde va être obligé de faire sa déclaration d'impôt sur Internet. Mais tout le monde n'a pas accès à Internet. Alors, le problème qui se pose, c'est comment faire pour que tout le monde soit à égalité dans l'apprentissage. Tu parles des Fab Labs. Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. La révolution de 3D, la fabrication, l'imprimante 3D, pour moi, c'est un rêve. C'est inconcevable. Alors, je pense que le problème auquel le mouvement démocratique va faire face, c'est comment lutter contre les inégalités qui sont en train de se creuser. Bon, à Blois, il y a des initiatives dans le cadre des maisons de quartier, enfin, ce qu'on peut appeler des maisons de quartier, c'est-à-dire que bon, on met un animateur qui essaie de répondre aux demandes multiples des gens. Moi, en tant que prof, bon, j'avais un petit moment où les élèves travaillaient d'une autre façon, qu'on appelait travaux personnels encadrés, où là, effectivement, bon, ça c'était une autre façon de travailler, mais je trouve qu'on est drôlement en retard par rapport à ce qui se passe. Ou alors on est d'accord pour que les inégalités se creusent d'une manière phénoménale. Enfin, je ne sais pas. Là. On peut continuer sur ce sujet-là, d'accès, de revenir sur les gros enjeux, parce que on a évoqué ça au début aussi, sur les enjeux, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On continue. Non, il n'y a pas. C'est juste, je vois une main là. Oui. Oui, vous avez parlé à un moment de comment remplacer par des salaires. Vous avez parlé de salaire social, quelque chose comme ça. Vous avez parlé de Bernard, j'ai pas retenu le nom. Bernard Friot. Qui propose un salaire minimum pour tout le monde, c'est ça? C'est pas tout à fait sa proposition. Il propose une sorte de socialisation du travail parce que lui, il dit déjà, il considère la retraite comme une forme de salaire déjà, de salaire différé. Alors, il ne fait pas l'unanimité hein, parce qu'il y a des gens qui... c'est un vrai débat qu'il y a entre les économistes marxistes, hein, mais lui a tendance à penser qu'il faut une sorte de socialisation à l'échelle de la société du salaire. Enfin, il a écrit d'ailleurs un bouquin récemment sur cette question. Parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas si c'était lui, j'avais lu sur le Monde diplomatique justement, c'était une proposition, je ne savais pas de qui, où tout le monde aurait un minimum. On pourrait proposer pour tout le monde un minimum. Après, travaillerait qui veut pour augmenter ça. Je voulais savoir si c'était ça que... Il y a de ça, mais le problème c'est que cette idée de revenu universel, on la trouve à la fois chez des marxistes et des ultralibéraux. Alors, pas sous la même version, parce que les ultralibéraux, c'est l'idée de donner un minimum pour on produit. Il faut bien quand même qu'il y ait des gens qui achètent des voitures, des téléviseurs, des machins, des trucs. Donc bon, il faut bien leur donner le minimum pour le faire, quoi. Parce que sinon, c'est la crise. Hein. Une crise, hein, ça... Voilà. Parce que c'est l'idée. Oui, enfin, on fait ce qu'on veut, on peut aussi bien contrôler ce qu'on fait. Parce que par exemple, les compteurs intelligents, ils peuvent aussi bien contrôler derrière à quoi vous utiliserez votre électricité. Hein. Parce que derrière ça, et derrière la Libye écologique, se classent aussi beaucoup de choses. Oui, non, mais après, c'est juste l'idée. Après, je dirais, les progressistes et les marxistes ont une toute autre vision de cette notion du revenu universel. Il parle de revenu de contribution à la société, et c'est l'idée qu'avait eu Marx, l'idée de dépassement du salariat, parce que pour Marx, le salariat, c'est une forme d'esclavage,
c'est pas de l'esclavagisme justement, parce qu'il dit que c'est ce qui succède à l'esclavagisme, mais c'est pour lui, c'est l'exploitation, le salariat. Donc il dit qu'il faut que la société elle sorte du salariat, qu'on ne soit plus obligé de vendre sa force de travail contre un salaire. Et donc, son idée, c'est de dépasser le salariat. Donc la possibilité de chacun de profiter de l'ensemble des richesses que la société produit pour faire un peu ce qu'il a envie de... Enfin, chacun selon ses envies, ses besoins, un développement je crois que la formule de Marx, c'est un libre développement de chacun qui est la condition du développement de tous, quoi. Bon. D'une certaine manière, là, on va être... Enfin, le numérique, il pousse un peu à une situation... ce qui se passe dans la production autour du numérique où il va falloir faire un choix. Enfin, ça fait que soit on peut avoir une société, il y a un bouquin d'ailleurs qui vient de sortir de 5 anthropologues américains qui est très intéressant, qui s'appelle « Le capitalisme a-t-il un avenir ?» Soit on peut avoir une vision où le capitalisme, oui, peut-être s'effondre sous ses contradictions, sauf qu'il va s'effondrer sur nous. Donc nous, on s'effondre avec les contradictions du capitalisme. Ce qui se passe en grande partie à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, bon, effectivement, ça, le truc ne marche plus, mais sauf qu'il ne marche plus, ça ne crée pas une perspective pour autant, voire même ça augmente les inégalités, ça les démultiplie, où on passe à d'autres rapports sociaux, à un autre mode de production. Mais là, on va être un peu... On se rapproche du moment du choix, parce que quand on est dans des situations où brusquement toute une série de gens qui avaient un travail et un peu ce qu'on appelle grosso modo la classe moyenne va se retrouver complètement paupérisée, à ce moment-là, mais là, ça c'est affaire de lutte politique, de rapports de classe, de rapports sociaux. Mais parce que les deux visions que je donnais autour du salaire, du revenu universel, je veux dire, comme il y a salariat et salariat, hein, soit on a une conception du salariat qui est la seule reproduction de la force de travail, ou justement toutes les luttes des salariés, c'est aller au-delà d'un salaire qui garantisse la reproduction de la force de travail, quoi. Mais c'est vrai que le numérique exaspère complètement cette notion-là. D'abord parce qu'il remet en cause la notion de propriété privée, et deuxièmement, parce qu'il la fragilise. Parce qu'avant, ce que je vous disais par rapport à la voiture, une production numérique, et puis parce que cette question de l'emploi, elle va être déterminante. Mais rien n'est écrit là-dessus. On peut avoir effectivement la solution que prônent les libéraux, c'est-à-dire qu'on entretienne une partie de la population. Ça existait dans d'autres périodes historiques. Hein, à l'époque de Rome, c'était pas les robots, c'était les esclaves qui avaient détruit beaucoup d'emplois. On entretenait la plèbe par des distributions de nourriture gratuite et un certain nombre de services sociaux, mais la plèbe, elle restait la plèbe. Hein. Et elle s'opposait, et elle voyait d'un sale œil les esclaves qui lui piquaient leur pain, entre guillemets, quoi. Mais là peut-être que avec les robots, c'est un peu... on va être confronté à ce type de choses. Et on continue. Peut-être qu'il y a quelqu'un là, non? Oui, dans ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai vu une contradiction parce que, d'après ce que j'ai compris, dans ce que j'ai appris, comme le capital permet de financer les investissements créateurs de richesse, les investissements financiers, les stocks, les créances, les comptes bancaires et les produits financiers, les capitaux sont des dettes. Donc, quand tu dis qu'il faut taxer des capitaux, ça revient à taxer des dettes. C'est ça que je ne comprends pas. Comment taxer des dettes? C'est-à-dire que tu taxes pas que c'est pas que des dettes. À un moment donné, tu as de la richesse qui est produite par le travail. Bon. Tu en as même de plus en plus, puisque grosso modo dans l'industrie en France, en 81, pour produire à peu près 1 milliard de richesses, il fallait 15 000 personnes. Maintenant, on produit ce même milliard avec 3 000 personnes, à peu près. Bon. Le problème, c'est que
cette richesse-là, enfin la part de cette richesse qui va à la collectivité, elle a diminué. D'où d'ailleurs les fameux problèmes de déficit public, etc., de problèmes de recettes fiscales. Et par contre, la part qui va au marché financier, aux actionnaires, etc., elle, au contraire, elle a considérablement augmenté. Donc dans le sens, quand on parle de taxer le capital, je dirais c'est s'attaquer à ça. C'est-à-dire de faire revenir une part de la richesse. Il y a une part de la richesse qui doit revenir aux salariés, c'est le rapport capital-travail, mais il y a aussi une part de la richesse qui doit être, je dirais, répondre aux besoins collectifs, construire des écoles, des crèches, je ne sais trop quoi, des routes. Et c'est là-dessus, sur cette part, le problème c'est qu'avant, c'était plus simple fiscalement. C'était la fameuse, c'était toute l'efficacité de l'ATP, la taxe professionnelle. C'est-à-dire que quand la production était on était à peu près le lieu de production de richesse, c'était le lieu aussi où la richesse se concentrait. C'était un petit peu plus simple que maintenant, où grosso modo, par exemple, alors, je prends l'exemple de Google, mais c'est aussi l'exemple de Total. Quand Total se démerde, enfin, quand le siège Total, la plupart des entreprises du CAC 40 maintenant n'ont plus leur siège fiscal en France. Une boîte comme Airbus, le siège, il est en Hollande. Il n'y a pas un seul salarié d'Airbus en Hollande. Et pourquoi il est en Hollande? C'est parce que c'est pour échapper à une taxation fiscale plus importante. L'optimisation fiscale, c'est des milliards. Enfin, là, on s'éloigne un peu du numérique. Oui, enfin, encore que le numérique a permis ça. On débat sur fiscalité la prochaine fois. Voilà. J'expliquerai ça. Oui, mais il faudrait taxer les produits financiers, les investissements financiers, pas le capital. Oui, enfin, si tu... C'est un autre débat, ça. Voilà. Donc, On verra ça avec les prochaines fois. oui, il sera mieux de t'expliquer ça. Moi, je ne suis pas économiste. On continue. Je trouve qu'on est un peu là sur les risques, finalement. Quelque chose qui nous pend au nez, une espèce de machine inexorable. Il faut les montrer parce qu'ils ne sont pas visibles. C'est un premier coup d'œil, en tous les cas. Ces risques d'automatisation non maîtrisée, de la casse de l'emploi, etc. Il y a l'autre versant, c'est pour ça qu'il y a des enjeux formidables. C'est que de l'autre côté, ça nous offre les moyens de construire une société beaucoup plus dominée par l'intelligence humaine. Mais voilà, cette dualité-là, on arrive à un moment, c'est historique, c'est un moment de choix de civilisation. Mais en même temps, il faut qu'on mène des combats immédiats qui donnent sens pour l'avenir. C'est ça l'articulation qu'on a à faire. Je parle de ceux qui sont ou militants ou élus. Je vais vous donner un exemple. Pas demain, jeudi. Jeudi va être mis en débat, par exemple, l'alimentation du territoire régional avec le très haut débit. Voilà, très haut débit, je ne connais pas bien la différence au niveau d'information qui circule dans le haut débit et le très haut débit. C'est quelque chose d'exponentiel, comme tu l'as montré au tout début. Bien, on va irriguer le territoire. Il se passe deux choses. La première chose, c'est que les fournisseurs d'accès ont choisi les villes et les collectivités locales, avec une petite part d'État, vont faire des campagnes. Vous imaginez tout de suite que, évidemment, sur un réseau en ville, il coûte au kilomètre ou au nombre de personnes connectées 10 fois moins qu'en campagne. Déjà, voilà, il y a une égalité, on parlait d'inégalité, on voit la une qui est fondamentale. Ensuite, à quoi va servir le maillage, vous voyez, avec le très haut débit? On nous le vante, et on nous le vend sur la télémédecine, on nous le vante sur l'emploi des entreprises qui ont besoin de ce très haut débit pour échanger, pour ça. On nous le vante sur des services publics plus proches des citoyens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on nous le vend, quand vous regardez bien cet ensemble de schémas, avec moins d'humains, d'agents de services publics, de médecins sur les territoires, de ce que vous voulez, et plus comment tu appelles ça, d'interconnexion. Oui, l'interconnexion.
Mais, et là, le budget, c'est pas mince, c'est 3 fois 185 millions d'euros, pour la région centre, plus 450 millions d'euros de l'État, sur le plan très haut débit. On est autour du milliard pour les 3 prochaines années. Un budget assez important si vous rapprochez ça aux 22 régions, comme on est dans la moyenne, ça vous donne une idée de la grandeur de l'affaire. Et on est en train, par ça, de modifier profondément. C'est pour ça que les enjeux sont intéressants à voir. Ce qu'il y a en amont de ça, ce qu'il y a en aval, à quoi ça va servir, et puis finalement, quelle va être la maîtrise humaine, mais pas seulement sur l'emploi. J'ai parlé de culture tout à l'heure. Moi, je vois, bon, il y a toute la question des droits d'auteur, etc., qui vont circuler là-dedans, mais il y a aussi l'aspect aujourd'hui des archives, par exemple, sur l'histoire. De qui va les dominer. Et on va pouvoir accéder, j'ai des enseignants là, on va pouvoir accéder dans un village rural très loin de tout, à toute la masse des bibliothèques, ça c'est sans aucun doute. Mais si ces bibliothèques sont à la fois virtuelles et entièrement dominées dans des plans de numérisation, aujourd'hui des ouvrages qui sont dominés, ou que Google a voulu dominer il n'y a pas très longtemps, je sais où ça en est, on va vers une réécriture de l'histoire de nos pays et des nations. Vous voyez, ça va jusque-là, quoi. Et on pourrait Wikipédia multiplier. est un champ de bataille en permanence. Mais C'est très intéressant. Je prends la télémédecine. Il y a un vrai sujet sur les zones rurales de notre région. C'est pour ça que je parle du quotidien, là. Ça se passe demain. Jeudi, j'insiste. Jeudi. Sur télémédecine, on nous vante un truc extraordinaire. C'est-à-dire que des gens qui sont diabétiques ou qui ont une maladie, comment on appelle ça Incurable. Cardiovasculaire. Ouais, cardiovasculaire autre, auront des palpeurs. Là, c'est là, hein, c'est pas voilà, ils ont des palpeurs, ils se pointent devant leur écran, où ils tapent, ou leur montre, où ce qu'ils ont est connecté, et le médecin ou le spécialiste du diabète va constater sur son écran sans que la personne se déplace. On peut dire génial, mais rien ne remplace la consultation, l'adaptation du médicament, enfin j'en passe et des meilleurs. Je vous donne un exemple, il est très personnel. J'ai une maman qui est âgée, elle souffre comment on appelle ça, les articulations qui font l'arthrose généralisée, elle souffre beaucoup. Personne aujourd'hui ne gère sa douleur. Vous voyez, parce il faudrait des consultations à peu près tous les 15 jours avec des spécialistes de la douleur et qui disent, madame, là, il faut monter d'un médicament, il faut le baisser, etc. Vous voyez, pour un réglage. Qui peut être qu'une observation humaine, avec un dialogue humain. La télémédecine dont je parlais tout à l'heure va annihiler, mais orienter la médecine vers des choses comme ça. Parce qu'on ne résout pas le problème du numerus clausus à l'université, parce que le nombre de médecins s'installe. Je dis ça parce que ça, c'est le quotidien. Voilà. Au travers des immenses enjeux qui sont soulevés, il y a des questions qui sont là, jeudi, qui vont être traitées comme ça. Je peux vous en citer 10, mais c'est important de voir, pour ce que disait Michel tout à l'heure, ça va très vite, on ne s'en rend pas compte, mais ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit encore. Hein. Mais peut-être qu'on pourra aborder les moyens, parce que c'est une chose qui me paraît important aussi, cette dualité, parce que de l'autre côté, aborder des milliers de connaissances d'un coup, échanger avec des gens qui sont du monde entier, y compris dans des processus de fabrication, pour être économe en matière, économe en énergie, économe, voilà, tout ça, toute cette, j'ose même pas dire technologie, peut permettre de résoudre des gros problèmes. Peut-être qu'on en cause de ça. Puis baisser le chauffage, parce que je ne veux pas la chaleur à crever là. Justement, s'il y avait un capteur, ça adapterait. Ça s'appelle un thermostat. Mais il y en a sur les... À qui le tour, c'est pour lancer. Hein, je voulais intervenir sur la vie de tous les jours, ces questions. Bon, par exemple, la question, tu parles de ce qui va se passer jeudi au niveau de la région, mais il y a des politiques territoriales qui sont mises en œuvre donc, par des hommes et des femmes, hein, avec des idéaux, avec des choix, donc, et qui, donc, on sait bien, en ce moment, la casse du service public, avec les restrictions budgétaires, donc moins de personnes, moins de salariés hein, dans le cadre du service public. Sauf que certains d'entre eux, dans la question du numérique,
produisent des systèmes, produisent du travail, produisent des systèmes qui peuvent permettre aux collectivités territoriales et principalement par exemple les petits villages de ne plus être dépendants des grosses boîtes de services informatiques et de pouvoir mutualiser au niveau de collectivités territoriales des systèmes de transmission d'informations, etc., tout en gardant chacun localement ses choix. Et ça, c'est mis en œuvre non pas par des fonctionnaires d'État ou de territoriaux, mais par des contrats précaires, alors que c'est un service public qui est rendu à des populations justement qui vivaient les grosses boîtes, les fournisseurs, ils vont plutôt choisir les villes parce que c'est plus rentable que les villages. Or, il y a dans la fonction publique des gens qui sont capables de fournir, alors moi j'y connais rien si ça s'appelle logiciel ou je sais pas quoi, mais enfin des systèmes qui permettent d'améliorer au quotidien la vie dans des villages pour les citoyens parce qu'il y a une mutualisation, une coopération. Donc ça, c'était un aspect par rapport à la case du service public, par rapport aux emplois et la nécessité que les gens qui conçoivent des outils numériques qui permettent d'améliorer la vie, voilà, soit bien, enfin, l'idée que je défends là, c'est que ce soit bien dans un partage public. L'autre, sur le même exemple, puisqu'il s'agit d'un de mes fils, je trouve que moi je ne connaissais pas, s'il ne m'avait pas expliqué, je n'avais aucune connaissance de ces réseaux de personnes qui, en France, mais pas seulement, mais y compris de par le monde, sont sur le développement du numérique sur la base du coopératif. Et ces gens-là, ce qui me surprend en rencontrant ces personnes qui sont dans cette mouvance-là, c'est que l'outil numérique, il est un petit peu comme le film que tu as montré, c'est-à-dire il est au service d'une idéologie de quel citoyen on parle, quelle société on veut, et du coup quels usages du numérique on fait. Et évidemment, eux, ils sont à l'inverse de ce que tu nous as montré, où c'est le Big Brother qui dirige tout, etc. Et donc ça existe, y compris en France. Alors à Orléans, je ne sais pas. Je n'ai pas cette connaissance-là, même si j'ai quelques contacts dans le numérique à Orléans. Mais dans le Lot, ça existe. Ça commence à se développer un peu partout, c'est le mouvement des hackers, des Fab Labs, etc. Mais justement, je vais vous montrer, parce que là je vous ai montré un peu la face noire avec le premier film, je vais vous montrer la face blanche, mais tout ça c'est de la lutte. Hein. La face blanche, c'est à Rennes par exemple. C'est l'aventure d'un monsieur, ce qui est très intéressant. Alors si vous m'entendez, tapez une fois des mains. Vous n'êtes pas obligé Si de vous le passez faire. un Montédex, tapez deux fois des mains. Alors moi je vais vous parler d'un projet de prothèse de main pour personnes amputées, qui est le résultat d'un projet collaboratif né dans un lab fab, le lab fab de Rennes. La force ne vient pas des muscles, mais de l'entraide. Moi j'aime bien cette phrase, parce que d'une, l'union fait la force, et de deux, comme j'ai pas les bras de Sylvester Stallone forcément, moi ça m'arrange. Moi je vous évoque l'année 2012. À quoi pensez-vous? L'année 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, c'était l'année du changement. C'était l'année du changement. Il y avait des élections présidentielles dans plusieurs pays du monde. Venezuela, Sénégal, États-Unis, Russie, France. Le slogan c'était « Le changement, c'est maintenant ». On attend encore. Et c'était quoi encore 2012? C'était l'inversion des pôles, la fin du calendrier Maya, la fin du monde. Voilà. Et ben moi en 2012,
j'avais le blues. J'avais pas beaucoup de travail, je me sentais un peu isolé, je me sentais pas trop à ma place. Donc je peux vous dire que le changement, moi je l'attendais, avec impatience, j'attendais que ça en fait. D'autant plus qu'en 2012, ça faisait une dizaine d'années que je portais une bioprothèse, donc qui est une prothèse qui me permet d'avoir une autonomie. Et puis j'apprenais que de nouvelles prothèses apparaissaient sur le marché qui étaient beaucoup plus perfectionnées. Alors j'en parle à mon prothésiste, qui me dit Nicolas c'est bien, mais cette prothèse, elle coûte un bras. Je Elle coûte un bras, elle coûte 40 000 €, et surtout elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc j'étais très déçu. Et parce que effectivement, au moment de mon accident, je m'étais projeté un peu dans le futur et je m'étais dit, et dans 10 ans, j'en serai où? Est-ce que j'aurais fait le deuil? Est-ce que j'aurais une vie normale? Est-ce que j'aurais accepté mon handicap? Est-ce que j'aurais rencontré un sorcier dans la forêt de Brocéliande qui m'aura fait boire un jus de lézard pour faire repousser ma main? Peut-être. Il n'y a rien de tout ça. Bref, 2012, je trouve la vie un peu injuste parce que je trouve que pour une personne handicapée, on devrait avoir accès aux soins. Mais en même temps, je me rends compte de la chance que j'ai d'être en France. Parce que il y a une sécurité sociale. Enfin bref, on est en 2012, et en octobre 2012, je me balade dans la rue. Je suis à Rennes, et je vois de la lumière, des gens, je m'approche. L'entrée est gratuite, et je rentre. Et je vois des gars travailler sur des machines. C'était des imprimantes 3D, moi je ne savais pas ce que c'était. Et c'était très science-fiction. Donc moi, ma prothèse, en fait, la prothèse que je porte, je la trouve pas très jolie en fait, de base. Et surtout, j'étais très jaloux des films de science-fiction où les robots, ils ont toujours des super mains, super sophistiqués. Je me dis, mais comment ça se fait que Hollywood met des millions de dollars dans les robots qui vont servir pour un film, alors qu'en vrai, il y a des gens dans le besoin qui n'ont rien. Et donc, je vois cette machine qui me faisait penser au futur. Puis je m'approche timidement comme ça, je savais pas trop quoi dire, et puis je me lance, bonjour, est-ce que c'est possible de faire une main robot? Et puis le mec, il me regarde, il me fait, bah ouais. Ah bon. Bon, après, je lui dis, bah en fait, voilà, moi j'ai une prothèse, et puis d'habitude, les gens, quand ils voient ma prothèse, ils ont un peu l'air gênés comme ça et tout. Alors que eux, pas du tout. C'est là, waouh, mais c'est génial, mais ça bouge. Ah, mais comment tu fais et tout, on peut voir. Ils avaient presque envie que je l'enlève, quoi. Et il me dit, mais bien sûr, on peut faire une prothèse, regarde. Il m'emmène sur Internet, et il me met, regarde, ça c'est un site qui s'appelle Thingiverse. Tu peux télécharger une main. Donc cette main, on a trouvé une main, c'est InMove. Le gars a l'air d'utiliser Arduino, c'est de l'open source, du libre. Donc on y va, quoi. Moi, je fais, ouais, j'ai rien compris. Rien compris. Mais il finit en disant, en tout cas, voilà, avec la technologie open source, on peut télécharger des plans sur Internet et fabriquer une main accessible dans le monde entier pour les gens qui en ont besoin. Et ça, à ce moment-là, ça a été mon changement, en fait. Ça a été mon changement parce que ça m'a donné, ça donnait une raison à mon handicap. Ça m'a donné une raison, ça donnait un sens à tout ça en fait. Ça m'a dit pourquoi en fait j'avais eu ça. C'est parce qu'en fait il fallait que je m'intéresse. Il fallait que je m'intéresse à mon handicap. Et je suis sorti de là, je suis rentré chez moi à pied, je me souviens, je regardais la gare de Rennes, plus comme avant. Je voyais les murs, ce gris qui d'habitude, je déteste. Ce gris je le trouvais beau. Voilà, tout était différent, voilà, tout était vraiment différent. C'était mon 2012 à moi en fait. C'était mon 21 décembre à moi. C'était en octobre 2012. Et je rentre chez moi et je fous sur Internet. Là, direct, je vais sur Thingiverse, InMove, et je tombe sur une vidéo. Je tombe sur cette vidéo. Et donc l'ingénieur, il explique, il montre une main qui bouge comme ça, et il appuie sur les petits boutons de son clavier et il ferme les doigts. Je fais, c'est génial. Je dis, mais je suis sûr que si lui, il peut commander cette main avec son ordinateur, c'est sûr qu'en utilisant leur carte Arduino truc, c'est sûr qu'on peut mettre des capteurs comme sur ma prothèse et je suis sûr que je peux la contrôler, quoi. Donc j'ai commencé à être à rêver, comme souvent. Et puis voilà, j'ai envoyé un email à la personne en anglais, il avait l'air d'être anglais, et puis il me répond quelques jours plus tard. C'est le changement, c'est le vrai changement.
les ingénieurs qui répondent. J'ai rien contre les ingénieurs, mais comme j'en suis pas un, j'ai tendance à me prendre le bras de dos, mais c'est faux. Et puis voilà, les mois passent, 5 mois passent, l'euphorie retombe, et puis je pensais que tout ça c'était terminé. Sauf que je recroise les gens du LabFab à Rennes, et je recroise Hugo Bain, celui qui m'avait mis les petites étoiles dans les yeux 5 mois plus tôt. Et puis qu'est-ce que je vois? Que les gars me connaissent. Ah mais c'est Nicolas, celui qui veut faire la main. Moi j'étais pas du tout dans l'esprit en fait. Et ils avaient déjà imprimé une main en fait, ils étaient vraiment partants quoi. Et je fais mais c'est cool, c'est bien. Et moi la main que je voudrais c'est celle-là, la main Imo. Et là il me dit ok. Ça a l'air compliqué mais bon, voilà. Et puis on lance le projet en février 2013. Voilà. Et à partir de là, c'est créé une émulation très importante. C'est créé quelque chose de... une spirale qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le créateur de ce robot Imo, il était français, il s'appelle Gaël Langevin, il vit à Paris. Alors on l'a appelé, on a trouvé son numéro, on l'a appelé, on lui a dit on aimerait bien faire une prothèse, est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi pas, voilà. Le gars du LabFab se sont mis à imprimer une main, à trouver des capteurs musculaires sur Internet, en aux États-Unis, à travailler en réseau avec des Brésiliens. Moi, je me servais tout ça de moi, parce qu'à ce moment-là, comme par hasard, finalement, je fais du travail. Et puis, on arrive en juin 2013, et puis, Hugues arrive avec une boîte en carton, Pilou. Il avait fabriqué une main. Et cette main, elle était fabriquée de fil de pêche, une boîte de Nesquik, des petits moteurs à 10 €, et puis il me fait, Nicolas, j'ai essayé sur moi, ça marche, mais on va voir, quoi. Puis on était à la fête du numérique à Rennes, en juin, puis je mets la boîte de Nesquik comme ça, tac, on la teste, je mets les capteurs, et puis ça marche. Donc les gens disent, bonjour, qu'est-ce que c'est? C'est une prothèse de main fabriquée en 3D, tout simplement, voilà. Et ce jour-là, il y avait les organisateurs de la Maker Faire. Donc la Maker Faire, c'est ce rendez-vous des geeks, des makers, des bidouilleurs, des bricoleurs, tous ces gens, ces civils qui présentent leurs inventions. Et ils voient ça et ils disent, bon, on vous invite. On vous invite à la Maker Faire. Et les gars me disent, vas-y, ça va pousser ton projet, c'est super. Je dis, c'est quoi la Maker Faire? Mais c'est bien, c'est le rendez-vous des geeks, tout ça, vas-y. S'ils nous invitent, d'accord. Donc on va en Italie. Enfin, avant ça, évidemment, c'était en octobre. Donc à partir de là, moi je m'investis dans le projet. Et à partir de ce moment-là, on bidouille. Donc moi j'apprends à me servir d'une imprimante 3D, ce qui me permet d'imprimer une main. On travaille dans le garage de Samy, des amis, puis on bidouille, voilà, on pose les captures musculaires, on essaie de voir les contractions pour ouvrir, pour fermer, on trouve du fil de pêche, fil de kitesurf, carte Arduino, on trouve un programmateur, on bidouille, tout ça. Et on arrive au mois d'octobre à la Maker Faire de Rome. Et puis je sers des mains, tout le monde. Voilà. Sauf que c'est les Italiens. Donc, buongiorno. Sì, protesi per mano, costruita con una stempente 3D. Sì. C'était super. Et qui étaient là? Les organisateurs du Geek Picnic Festival. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la même chose. C'est la même chose, mais à Moscou. À Moscou. Ouais, c'est au mois de janvier, vous voulez venir? On se retrouve là-bas, qu'est-ce que je fais? Je sers des mains. Mais en russe. Привет! Рука протез делал с помощью принтера 3D. Et enfin, récemment, et il y a pas plus tard que la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais cette fois à la Maker Faire de San Francisco, chez les Américains cette fois, avec un chewing-gum Hollywood pour dire This is a prosthetic hand made with a 3D printer, man. Merci. Mais j'ai pas fait que ça, j'en ai profité pour visiter des centres de recherche comme le Johns Hopkins University qui travaille sur un centre de recherche à Chicago, qui travaille sur des prothèses bioniques, à qui j'ai pu présenter le projet, leur expliquer où on voulait aller, quel était notre objectif. J'ai aussi rencontré le Johns Hopkins University, qui est une université qui a reçu un financement du DARPA, l'armée américaine, et j'ai rencontré le Dr. Chi, qui est donc un médecin très réputé dans le monde entier, et qui a parié de nombreuses personnes, de nombreux militaires. Vous pouvez voir sur cette photo,
qu'il y a 3 prothèses et que le coût total de ces prothèses, avez-vous une idée? Le coût total de ces prothèses est de 100 40 200 euros. Ah non, mais... Donc, maintenant je précise, 100 millions, c'est le bras, c'est le gros bras du Dr Schwitz, c'est lui qui a été financé par le DARPA. 40 000, c'est la prothèse, une prothèse professionnelle qui est portée par Fabrice, qui est aux États-Unis. Et puis celle que je porte, c'est celle-ci, elle a coûté 200 euros. Voilà. Donc bien sûr, tout ça, ça reste qu'un prototype et ça n'aurait pas pu fonctionner sans les gens, sans l'humain. C'est avant tout une histoire humaine. Et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Donc, conclusion. Hier, je rencontre le LabFab, on t'aide. Aujourd'hui, on TEDx. Et demain, demain, j'espère demain, et surtout, demain des milliers d'idées, avec pourquoi pas la création du corps augmenté, la création d'une 3e main pour les médecins, les bidouilleurs, ceux qui veulent pas se salir les mains dans le métro. Je suis sûr que ça va intéresser à quelques-uns. Une main esthétique. Donc, une main esthétique qui coûterait vraiment pas cher pour les pieds en voie de développement et puis pour moi. Une main esthétique qui correspond à ma personnalité, pour transformer la prothèse non pas comme objet médical, mais comme une partie de ma personnalité, quelque chose qui me ressemble, quelque chose dont je suis fier d'avoir. Et puis bien sûr, le projet, c'est avant tout le développement d'une prothèse myoélectrique low cost, abordable et robuste, par voie coopérative, en projet coopératif mondial. Donc voilà, c'était... Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Pardon. En 2012, je me demandais, en 2002, quand j'ai eu mon accident, je me demandais où j'en serais dans 10 ans. Et aujourd'hui, en 2014, je me demande où on en sera finalement dans 10 ans. Parce que ça devient un projet international qui est ouvert à tout le monde. Moi, qui m'a permis de me retrouver, de retrouver confiance en moi. Et je suis sûr qu'à travers ça, il y a d'autres personnes qui peuvent s'y retrouver et qui peuvent aussi développer leur propre projet ou participer pour se sentir utile en fait. Il y a beaucoup de chômage en France. Mais aussi, c'est potentiellement beaucoup de personnes qui peuvent avoir du temps et qui peuvent être disponibles pour des projets qui leur tiennent à cœur. Et je voudrais aussi ajouter qu'on vit dans un monde où on est un peu des lions, c'est-à-dire on pense en termes de force, de pouvoir et de fierté, un peu. Alors que si on pensait un peu comme des fourmis, il n'y aura qu'un seul mot qui est l'unité. J'aimerais ajouter une dernière chose d'un grand philosophe américain, c'est Dr Salone. Donc j'aurais dit, ton plus grand muscle est ton esprit, car si tes bras peuvent déplacer des rochers, des grands mots peuvent déplacer des montagnes, et j'espère l'avoir fait. Aujourd'hui. Bon. Donc c'était peut-être une réponse un peu concrète, parce que tout ça c'est beaucoup dans le faire d'ailleurs. Hein. C'est ici et maintenant, c'est un peu ce que nous communistes on appelle la solidarité concrète. Et il y a peut-être pour conclure, parce que je vais plus avance pour qu'on finisse, mais on n'aura pas tout dit, c'est aussi des gens, je ne parle pas de ce monsieur-là, mais avec qui on travaille aussi, c'est important de savoir ça. Hein. Oui. C'est des gens avec qui on noue des relations de travail, de conception, de la politique, même si voilà, il y a du travail devant nous pour qu'on se fasse bien comprendre ensemble. Hein, tu peux dire ça, Yann? Tout à fait. Je pense qu'il y a effectivement tous ces milieux-là sont des milieux vraiment très ouverts, des gens qui essayent à leur manière de changer le monde, qui tâtonnent, qui font de la politique sans le dire, hein, parce que beaucoup, moi je vais vous dire, ils m'expliquent qu'ils ont à peu près les mêmes valeurs que nous, mais ils me disent, mais moi, je vote plus, j'irai plus voter, parce
parce que je ne pense pas que ça va changer quelque chose, parce que la politique telle qu'elle existe, elle me dégoûte. Mais en même temps, dès qu'on cause vraiment comment changer les choses, ce que dit cet homme d'ailleurs, qui est, en plus je précise, cet homme, à la base, il était ouvrier métallurgiste, il a perdu sa main, il a commencé à travailler à 16 ans, il a perdu sa main assez jeune, vous voyez, je ne sais pas quel âge il a, mais bon, il y a 10 ans qu'il a eu son accident. Donc c'est pas seulement des gens c'est pas que des ingénieurs ou des gens hyper diplômés, mais il y a des communautés qui sont en train de se former, de gens qui tâtonnent et qui essayent un peu qui désespèrent de la politique et qui essayent de changer le monde à leur manière. Et il faut aller les voir, ces gens-là, il faut discuter avec eux. Parce que parfois, ils vont dans des impasses, parce que des côtés un petit peu Proudhon, ou Fourier, ou Phalanstère dans tout ça. Mais en même temps, d'abord, il y a beaucoup de disponibilité, beaucoup de volonté. Il y a une éthique qui est très intéressante, et c'est pas des gens... leur problème, c'est pas de gagner de l'argent. Alors eux, c'est aux antipodes, Macron, il s'est complètement trompé. Eux, leur problème, c'est pas d'être millionnaire ou milliardaire. Leur problème, c'est de réussir leur vie, c'est d'être utile à la société, c'est le regard que les autres portent sur eux, de faire des choses qui leur plaît et qui plaît aux autres. Il faut aller les voir, ces gens-là. Après, ils ont une très grande méfiance pour ce qu'on appelle la politique. Alors bon, nous, comme on est un peu à part, en plus on n'a pas le pouvoir, d'une certaine manière, on a un peu un péché d'innocence, d'une certaine manière, mais en même temps, il y a un vrai boulot, c'est un enjeu essentiel, c'est ces gens-là qui étaient probablement le 11 janvier aussi dans la rue. Et si ces gens-là un jour se mettent en mouvement avec d'autres, bien sûr, c'est pas que ces gens-là, ça peut quand même changer pas mal la donne, quoi. On finit là-dessus, tu veux... J'ai je t'en une prie. question, mais très rapide. La région veut connecter tout le monde, mais est-ce qu'on sait actuellement combien il y a de gens qui ne sont pas connectés? D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais ce qu'on appelle les zones blanches, c'est une promesse, tenez-vous bien, de l'État de s'en occuper. Et je vous fais aussitôt ce geste. Voilà. Oui, parce que c'est pas ni dans le contrat de plan, ni dans les enjeux, les financements régionaux. D'ailleurs, je voudrais dire un mot. C'est une vraie question d'égalité du territoire. Un mot à propos de ça. Avant, quand il y avait, c'était même pas France Télécom, c'était les postes et télécommunications, mais qui s'occupaient, qui étaient quand même de haute technologie. Ici, il y en a des fondateurs. Ce qui était les PTT, qui est devenu après France Télécom, avait un devoir d'aménagement du territoire. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que France Télécom, les établissements des PTT, les établissements de télécommunications ne payaient pas de taxes professionnelles sur aux villes. Parce que le problème, c'était que tout le monde ait le même accès, comme ça s'est passé d'ailleurs avec EDF, c'est-à-dire l'idée que tout le monde ait un accès équitable aux mêmes ressources de télécommunications. L'idée, c'était le téléphone, à l'époque, c'était le téléphone partout. La France, au début, avait un très grand retard. Là, c'est plus du tout ça. Les mecs vous expliquent que soit d'ailleurs Orange ou les autres, vous êtes une zone dense, ça m'intéresse, le reste, mettez du pognon sur la table, sinon ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que, et les métropoles vont continuer à accentuer ça. Alors après, je dirais, sur l'accès en zone dense, l'accès à Internet est venu beaucoup plus rapidement que la télé ou d'autres choses. On a quand même des taux, même de vous dire, moi, la région parisienne, des villes de banlieue extrêmement pauvres, où on a 97% des foyers qui sont équipés et qui ont un accès à Internet. Ça, c'est une chose, mais avoir l'équipement. Mais quelle utilisation après? Parce que on peut avoir un accès à Internet pour une utilisation purement consumériste ou pour toute autre chose. Y compris pourquoi le Conseil général du Val-de-Marne a distribué aux gamins de 6e des tablettes et avant des micro-ordinateurs. Parce que justement, le problème du gamin, c'est que c'était un ordinateur familial qui ne servait pas nécessairement pour les études du gamin. Donc le fait d'en distribuer un, c'était pas toujours la garantie, mais d'au moins un élément, c'est que l'enfant en 6e,
il est son ordinateur pour travailler et qu'il ne doit pas se bagarrer pour utiliser l'ordinateur familial qui est parfois dédié à plein d'autres choses et essentiellement parfois des jeux vidéo ou d'autres choses. Mais alors je ne vais même pas parler des jeux vidéo parce que là aussi c'est un univers et c'est aussi un combat. Parce que là aussi, jeux vidéo, il y a jeux vidéo et jeux vidéo. C'est aussi des conceptions. Comme vous savez, il y a eu une émission très intéressante sur Arte sur Pif Gadget. Je veux dire, bon, ce qui était les illustrés pour enfants, il y avait différentes conceptions du monde. Qu'on lise Spirou, Mickey, Tintin ou Pif. C'était pas les mêmes valeurs et la même conception du monde. Là, la même chose sur les jeux vidéo. Qui ont remplacé beaucoup les anciens illustrés comme moi quand j'étais gamin, il y a les jeux vidéo, ils ne sont jamais neutres en eux-mêmes, ils racontent une vision du monde. Et cette vision du monde, c'est aussi un lieu de débat, de confrontation politique. Merci Yann. Une toute petite remarque, remarque à propos d'Orange. Je trouve que Orange, c'est le comble de la privatisation et du racket du vol, parce qu'ils ont même privatisé une couleur. On peut même plus dire Orange maintenant. On peut même plus dire Orange sans. Et c'est un comble. Oui, ils sont capables de déposer un brevet. Il y a une trademark sur Orange de toute façon. La couleur orange, la couleur. Bon, on ne va pas finir sur ce trait un peu sombre, même si l'orange est entre les deux couleurs. On l'espère avec. Merci Yann de ta présence, de ça. On a touché du doigt les enjeux qui sont maintenant plus qu'à l'ordre du jour. Comme d'habitude, bonne continuation, des lectures.